15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, poète des temps modernes. Nous l'avions reçu, auteur et comédien belge passionné de littérature. Il est associé au jeune Saint-Exupéry, amoureux d'Alfred de Musset. Il était avec nous le 15 mai dernier pour son seul en scène Les mots s'improsent. On s'était promis de se revoir après Avignon pour sa pièce de théâtre Rose et Massimo. Elle se jouera à partir du 17 septembre au théâtre du Petit Montparnasse et dont le texte de la pièce est sorti aux éditions Fayard, d'ores et déjà disponible donc en librairie. On va en parler et l'occasion donc de retrouver notre invité en direct sur Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour Félix Radu. Bonjour. C'est un grand bonheur de vous revoir. Certains m'ont dit tu l'as déjà reçu et j'ai envie de dire qu'il y en a d'autres qui viennent de me dire je vais t'écouter, je l'aime tellement ce mec. Donc c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'embrasse Sandra qui nous écoute. Merci d'être mon invité aujourd'hui Félix pour découvrir votre nouvelle actualité et pour découvrir bien sûr qui vous êtes au-delà de ce que vous faites encore et encore. Mais tout d'abord, la formule a un peu changé. Si je vous demande, et je sais que c'est compliqué, 3 mots pour vous décrire aujourd'hui, vous diriez quoi ? Pour me décrire aujourd'hui, Ouais. dans ma... Aujourd'hui, dans la sphère actuelle. Dans la sphère actuelle, je suis un peu patachon. C'est un mot que nous employons dans mon intimité Ok. et qui a pris la définition de une sorte de... Tu sais, quand t'es un peu groggy, tu vois, avec ton gros pull et la pluie elle tombe et t'as juste envie d'une petite couverture et d'un film. Je suis un peu patachon, ce serait mon mot de description. Et puis je suis un peu dans une sorte de mélancolie, pareil, comme le climat, une sorte de truc un peu grisâtre, mais pas triste, juste mélancolique. Et j'ai beaucoup d'espoir, disons, comment est-ce qu'on appelle ça, espéreux. On va inventer un mot, voilà, je suis un mot inventé. Espéreux, un mot à inventer. Parfait. On va voir si ça colle forcément avec votre personnalité, Félix Radu, tout au long de cette émission, que l'on peut déjà résumer pour les nouveaux arrivants cette année. Et alors, le début, toujours le début. Félix Radu, vous êtes né le 15 octobre 1995 à Namur, en Belgique. Petit, les copains de classe et les professeurs ne sont pas les plus sympas avec vous, trop différents ou j'ai envie de dire trop uniques avec vous. Alors, vous écrivez des poèmes que vous offrez aux plus jolis. Vos sujets deviennent la mort, l'amour, la folie, la solitude, qui fera que votre père va décider de vous inscrire à l'IATA. Je résume pour ceux qui ont raté il y a quelques mois, l'Institut d'enseignement des arts, sciences, techniques et artisanat de Namur, un endroit qui vous a révélé et rendu diplômé en art de la parole. Félix Radu, est-ce que vous pensez aujourd'hui être un vrai poète ? Waouh, cette question tellement... je sais pas, je pense pas. Je pense que le terme poète, c'est quelque chose que l'on offre aux gens, c'est pas quelque chose qu'on revendique, je pense pas. Je suis passionné par la poésie, je la cherche partout dans mon quotidien et j'espère en créer, en fabriquer. Mais de là à dire que je suis un poète, je sais pas. Je pense que je suis davantage un artisan des lettres, un artisan de la beauté. Enfin, je la cherche et j'essaie d'en rajouter dans la vie des gens, quoi. Félix Radu, j'ai lu votre livre Rose et Massimo, on va en parler dans un instant, qui est au-delà d'un livre, la pièce de théâtre que vous avez écrite. Et il y a cette lettre au lecteur par Félix Radu, et vous dites que vous avez désappris dans les livres, d'abord avec Victor Hugo, les autres ensuite. Ça veut dire quoi ? Alors déjà, je vous remercie d'avoir lu la lettre d'auteur, parce que c'est le genre de truc qu'on lit rarement dans les livres. J'ai tout lu jusqu'au bout. C'est vrai, vous êtes tellement dedans. Oui, j'ai tout désappris dans les livres. C'est ça la question, c'est... j'ai la sensation qu'effectivement on nous apprend énormément de choses à l'école ou même dans la vie, d'être fort, d'être grand et puis de bien respecter les instructions scolaires et puis de bien se ranger dans une case, trouver un métier, de l'argent. Et quand tu lis les livres, quand tu lis les poètes, que justement on érige en héros, qui ont tout compris au système, tu te rends compte qu'ils ont toujours été à côté du système ou qu'ils l'ont forcé à avancer, à grandir, à se casser. Et quand tu lis Madame Bovary, tu ne peux plus aimer de la même manière. Quand tu lis Cyrano de Bergerac, tu ne peux plus vivre et aimer de la même manière. Quand tu lis Alfred de Musset, Victor Hugo, en fait, tout ça déforme et t'impose une forme de grandeur et d'envie et d'être affamé d'un truc que tu retrouves pas spécialement dans le quotidien. Et c'est ça que je disais, c'est qu'à force de lire, en fait, je suis arrivé dans la vie un peu désaxé, quoi. Genre, j'avais faim, j'avais envie de m'énerver comme Lantier, j'avais envie d'aimer comme Cyrano, j'avais envie de mourir d'amour comme Roméo. J'avais un truc de... c'est quelque chose qui nous manque, quoi, l'idéal dans le quotidien. Et voilà.
Et finalement, la lecture, ça nous apprend beaucoup sur la vie. Parfois, ça nous fait grandir plus vite, avoir soif plus vite. C'est ce que vous venez de nous dire, Félix Radu. Et on va voir que, justement, ces lectures, ça nourrit qui vous avez envie d'être. Il y a 5 ans, peut-être 6 maintenant, vous allez sortir diplômé de la 37e promotion en classe libre des cours Florent de Paris. Et vous faites votre bonhomme de chemin avec l'écriture, tout jeune, de votre premier spectacle, Les mots s'improsent, joué en Belgique, en France et en tournée encore aujourd'hui. Il me semble que le 8 septembre, vous serez à Auray, si les dates sont encore conservées, parce que je sais que vous êtes au théâtre aussi. À Caen le 9, le 10 octobre à Pérols à Montpellier et puis le 14 à Lyon. On va se rappeler des petits souvenirs parce que vous étiez venu pour ça la dernière fois. Bande-annonce des mots s'improsent. Vous ne seriez pas un peu Cyrano de Bergerac? Ben oui, et si, pourquoi croyez-vous que je vous arrose tant? Vous êtes un beau parleur. Bah, seulement à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Moi, je crois qu'être en vie vaut bien mieux qu'être remords. Oh, comme la nuit est vaine dans son austère lixam, né pour lui faire payer ses frais d'astérie. Je vous ai perdu. C'est un spectacle de chœur écrit quand vous aviez 15 ans qui nous ramène dans votre jeunesse et ses souvenirs avec des jeux de mots, des allitérations, rimes ou adagrammes qu'on a pu entendre lorsque vous étiez chroniqueur à la RTBF et ailleurs. 11 ans de spectacle aujourd'hui, multi-récompensés, notamment comme lauréat du prix de l'humour en 2016 par la Fondation Raymond DeVos. Mais c'est surtout une pièce inavouée, ce spectacle, Félix Radu. C'est chaud. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'ai déclaré, oui. C'est que quand t'es petit, moi, mes héros étaient déjà des dramaturges, Tchekhov, comme on le disait, Alfred de Musset, Victor Hugo. Sauf que quand on est petit, on n'ose pas trop s'attaquer à des monstres comme ça, des monstres sacrés. Donc, les seules choses qui paraissent à notre portée, et c'est là où on peut rendre honneur à l'humour, c'est que l'humour, c'est un peu du théâtre accessible. C'est quelque chose qu'on s'autorise à aller voir, c'est qu'on s'autorise à aller faire. C'est quelque chose qui est resté vachement au peuple, contrairement au théâtre qui, je trouve, c'est un peu refermé sur lui-même. Et donc, ouais, c'est une pièce inavouée. Genre, quand t'es un enfant et que t'as des grands drames qui grandissent en toi, comme la découverte de la mort, de la solitude, de la folie, ta seule arme contre ça, c'est l'humour. Victor Hugo, d'ailleurs, on attribue souvent une citation qui dit « L'humour, c'est la politesse du désespoir ». Et ouais, quand on est gamin, on n'a que ça. Et donc, j'ai commencé à écrire des sketchs un peu comiques pour faire rire mes amis. Et j'ai commencé à monter ce Seul en scène, qui est une pièce inavouée, quoi. Genre, j'aurais été plus grand. Et d'ailleurs, je le suis aujourd'hui. J'écris des pièces désormais. Et aujourd'hui, vous venez alors de sortir Rose et Massimo aux éditions Fayard, mais aussi sur scène. Vous êtes de nouveau accompagné pour une histoire d'amour où vous dites « Si mon premier Seul en scène représentait l'enfant que j'étais, alors Rose et Massimo ressemblent irrémédiablement à l'adulte que je deviens. » Oui, c'est vrai. Comme vous l'avez dit, ce Seul en scène, je l'ai traîné pendant longtemps. Je l'ai joué pendant pratiquement 11-12 ans. Et de jouer un nouveau texte qui me ressemble davantage avec des enjeux qui sont les miens aujourd'hui, puisque l'amour a pris une place assez grande dans mon existence. On va y venir. Ça me fait du bien et puis ça me donne l'impression effectivement de défendre. J'ai longtemps fait exister l'enfant que j'étais avec ses maladresses, avec ses effrayances, ses peurs. Et c'est chouette aussi d'amener aussi des bouts de réponse avec cette pièce. Et j'espère que le spectacle suivant sera encore plus mature, encore plus grand, encore plus... le but, c'est de faire grandir son art avec soi, quoi. Je viens de recevoir un message, quelqu'un qui me dit « Il a une soif d'absolu qui m'émeut ». C'est beau. Alors voilà, je dis les mots que je reçois en direct. Cette pièce, Rose et Massimo, Félix Radu, elle a été jouée, il me semble, pour la première fois en juillet à Avignon, au théâtre du Girasol. Comment c'était ? Avignon, moi je connais très bien le festival et ça fait toujours... c'est toujours très émouvant d'arriver avec une création dans un festival avec autant de spectacles qui se jouent en même temps. D'abord parce qu'on est bercé parmi plein d'artistes, parmi plein d'élans créatifs. Même dans les soirées, quand on joue plus, quand on boit, t'es entouré de gens qui créent, donc il y a comme une sorte de grand sentiment de famille. Et puis comment c'était, j'étais terrifié parce que ça faisait longtemps, comme on le disait, que j'avais pas proposé quelque chose de nouveau sur un plateau, particulièrement une aventure collective. Comme là avant c'était un Seul en scène, là c'était une pièce. Et je savais que j'étais quelque part un peu attendu puisque un Seul en scène et une pièce, c'est pas les mêmes efforts, c'est pas la même dramaturgie. Et j'espérais que ça fonctionne. Et puis finalement, quand les gens se sont levés la première, je me suis dit, ok, c'est bon, je suis pas totalement à côté de la plaque. Tout va bien. Et puis à la deuxième, quand ils se sont levés encore, j'ai fait, ok, ça va.
tout va bien. Et puis quand il s'est soulevé la troisième fois, j'ai fait ok, bon, alors ça va. Genre, Ça va, on le tient. on aura, ouais. On vous retrouve aujourd'hui dans quelques jours à Paris à partir du 17 septembre au Théâtre du Petit Montparnasse. Cette pièce est mise en scène par Alain Sachs, jouée par vous, Félix Radu, Lou Noéry, Hugo Le Breton, Lionel Nonsantini. C'est bien comme ça qu'on prononce son nom de famille. Nonsantini. Ah, il y a de l'Italie, on va en parler l'Italie justement. Alors racontez-nous l'histoire de ces 4 personnages que vous avez créés. L'histoire de Rose et Massimo, ça va être très compliqué à expliquer. Non, au final, c'est 2 personnes qui s'aiment. Mais comment est-ce qu'on raconte l'intrigue de manière sexy et séduisante? C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Massimo, qui se fait réveiller un matin par son meilleur ami qui s'appelle Aldo et qui lui dit « Mec, j'ai un énorme problème. » Évidemment, c'est mieux écrit, mais j'ai un énorme problème. Je dois aller donner cours à une princesse ce matin. Cependant, j'ai aussi le départ de mon amoureuse qui part pour des années. Alors, s'il te plaît, rends-moi service et fais-toi passer pour moi à ce cours d'italien. Ce que Massimo accepte, sauf que problème, il ne parle pas un seul foutu mot d'italien. Et donc, il se retrouve projeté dans une aventure qui va le faire rencontrer Rose et Rubus, qui sont les 2 autres personnages. Et s'ensuit effectivement toute une histoire d'amour un peu impossible et puis parfois pas tant impossible que ça, puis parfois compliqué. Ça rend hommage au théâtre que j'aime. Et donc, il y a plein de clins d'œil à des intrigues qu'on connaît très bien. Et puis, j'ai essayé d'être un peu surprenant aussi dans certains retournements. Mais je pense que c'est très amusant. Est-ce que c'est un clin d'œil à Roméo et Juliette un petit peu? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, c'est un clin d'œil à tous les grands héros de la littérature et de la poésie. Alors forcément, Roméo et Juliette sont dedans, puisque d'ailleurs Rose le propose à un moment comme solution dans la pièce, ça me fait beaucoup rire. C'est vrai. C'est comment allons-nous faire pour pouvoir s'aimer? Elle dit mais je pourrais peut-être prendre un poison et m'endormir et puis revenir. Et puis on me dit non, c'est une mauvaise idée, ne faisons pas ça. Et je trouve ça très comique de justement revenir sur les classiques et dire vraiment c'était des très mauvaises idées les gars. Donc oui, il y a des clins d'œil à tout le monde. C'est vrai, Félix Radu, quand on vous lit, on a l'impression de lire aussi un classique. Vous avez aujourd'hui 27 ans et vous convoquez vos références en écrivant cette pièce assez extraordinaire qui est teintée de Molière, de Shakespeare, de Rostand ou encore de Musset. Est-ce que s'en rapprocher, ça faisait partie de votre volonté? Et même Edmond Rostand 2.0, si je peux me permettre. Waouh, la classe. Edmond Rostand, je suis pas sûr de le mériter parce que quand même c'était un génie, pareil pour les autres, mais c'était un objectif, si pas de m'en rapprocher, de jouer dans la même cour de récré, quoi, d'avoir la même prétention, de faire du grand art avec un A, enfin de donner tout ce qu'on a, peut-être pas bien haut, mais seul, enfin comme dirait Cyrano de Bergerac, c'est ça, peut-être pas monter haut, mais monter seul, comme le lierre, quoi. Donc il y a un truc de j'avais envie d'aller les abîmer ou les titiller, faire un peu le petit frère chiant qui vient et qui fait moi aussi je peux, même si la manette n'est pas toujours branchée. Il y a quelque chose il fallait essayer, quoi. Ouais. Vous avez commencé à écrire, je crois, et corrigez-moi bien évidemment si je me trompe, Félix Radu, cette pièce quand vous aviez 20 ans. Ouais. Ce qui veut dire il y a 7 ans. Est-ce que vous diriez quel est aujourd'hui le pont entre les anciennes et les jeunes générations? C'était l'objectif. Alors de là à dire que j'y suis arrivé, je ne sais pas, mais c'était l'objectif de faire du théâtre justement qui retrouve sa volonté de base, qui est de relier les gens et d'être accessible et que tout le monde puisse s'autoriser y aller, intellectuel comme non intellectuel, et même gens intellectuels qui se considèrent non intellectuels et gens non intellectuels qui se considèrent intellectuels. C'est que tout le monde puisse venir et que ce soit réjouissant, qu'il y ait des vieux, des jeunes, des gens qui y vont souvent, des gens qui y vont pas. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai faite quand j'ai terminé ma pièce, c'est de obliger mon père à la lire, mon père qui ne lit jamais, de la faire lire à mes amis, à des gens théâtreux et non théâtreux. Et quand j'ai reçu des retours positifs d'un peu tout bord, je me suis dit ok, il y a quelque chose à jouer, quoi. L'important c'est que ce soit accessible. Et c'est le cas, et c'est ce que je vous disais en off il y a quelques minutes. On lit la pièce et on a la sensation d'y être. On vous voit très bien dans ce rôle de Massimo. Finalement, vous n'avez pas à rougir de vous trouver dans toutes les bibliothèques. C'est ce que vous dites dans cette lettre, finalement, à la fin du texte. Quelle est sa place dans la bibliothèque d'une savante littéraire, sans rougir d'être à côté de Stendhal ou Tchekhov, ainsi que sur l'étagère d'un jeune à côté d'un jeu PS5 et d'une paire d'écouteurs. Ça m'a fait sourire. Oui, je pense que c'est réussi. Justement, j'ai reçu un message d'un ami à moi qui m'envoie une photo. Et cette photo, c'est mon livre à côté de sa PS5. Et je trouve ça très amusant de savoir que le pari est réussi. C'est important, ouais, que les jeunes aussi aient des livres et des livres à eux, quoi.
Vous écrivez, je me suis toujours demandé pourquoi l'humanité s'était arrêtée d'écrire des classiques ou du moins d'en distribuer le titre. Je me suis toujours demandé cela, faut-il être vieux? Est-ce trop tard? Nous sommes condamnés à n'écrire que du contemporain quotidien et somme toute agréable. Je pense que c'est l'une des raisons qui éloigne la jeunesse des lieux culturels aujourd'hui. Et à l'école, on la persuade qu'il est trop tard pour écrire l'histoire avec un grand H. Ah ouais, moi j'ai vraiment l'impression qu'on donne aux enfants cette sensation d'avoir été spectateur de l'histoire, quoi. On leur dit voilà toutes les guerres qui se sont passées, voilà tous les génies qui sont passés avant vous, retenez-les, connaissez les dates, connaissez les œuvres, mais vous derrière trouvez un taf et faites de l'argent. Et je trouve ça malheureux, en fait. On devrait au contraire les pousser à réécrire l'histoire, et elle se continue encore aujourd'hui. Nous avons des génies, heureusement, et des génies parfois non reconnus, et je pense que les réseaux sociaux comme YouTube, Instagram, TikTok sont des endroits où ils se sont réfugiés parce que les théâtres sont devenus anxiogènes, sont devenus un peu refermés sur eux. Il y a comme une sorte de conservation. D'ailleurs, on appelle ça des conservatoires, les endroits où on fait du théâtre, et je trouve ça assez malheureux. On devrait ouvrir des inventatoires, on continuatoires. Enfin, il y a besoin de créer encore et de valoriser encore. Et donc, ouais, le projet, c'était de se dire, nous aussi, à 20 ans, on peut écrire des pièces qu'on revendique comme étant des classiques. Et il y a donc en vous cette volonté de faire quelque chose d'immortel, quelque part. C'est ça, ouais, c'était d'espérer, je l'ai écrit aussi dans ma lettre, mais d'espérer que la terre tremble un peu. Parfois, j'ai la sensation que, justement, la littérature contemporaine a un peu abandonné cet espoir-là. On écrit des livres comme on fait du pain tous les matins. Il y a quelque chose d'un peu quotidianisé, alors que je pense qu'écrire un livre, c'est pas anodin. Raconter son histoire, c'est pas anodin. C'est créer une passerelle temporelle, c'est laisser une main tendue dans le temps. Et il faut espérer qu'à la fin d'une représentation, la terre tremble, quoi. Dans ce texte, Rose et Massimo, qui est sorti aux éditions Fayard, il y a une préface d'Alexis Michalik et un mot court en 4e de couverture. Je vais lire quelques mots. Il dit « C'est du théâtre qui se lit, qu'on se surprend à relire, parfois car la phrase est jolie, car il est bon de redécouvrir cette langue romantique. Et lorsqu'elle est maniée avec autant de dextérité, on se dit qu'un auteur est né. » Un extrait. Je vous aime. Je pourrais rédiger des poèmes entiers rien qu'avec ces 3 mots et changer chaque fois de titre. Je vous aime. C'est la plus courte des phrases, la plus longue des pensées. Je vous aime comme c'est plaisant à dire et malheureux à vivre. Je vous aime. Et je réalise que quoi que j'ai pu écrire, c'est je vous aime que j'écrivais. Je vous aime, madame. Et si ça n'est pas assez, si de l'infini, du monde, de l'océan, de ma vie, vous n'êtes pas satisfaite, permettez que j'ajoute à ces 3 petits mots quelque chose qui jamais n'a tenu dans une lettre. Un secret. Que seules les âmes savent se confier et que je garde sur les lèvres depuis que la vôtre me l'a murmuré. Prenez soin de ce billet quand vous l'aurez. J'y ai glissé le premier de nos baisers. Sur la forme, non seulement vous êtes un auteur incroyable, Félix Radu, ce qui n'est resté pas à prouver évidemment, mais je sais aussi que vous êtes un excellent comédien. On vous retrouve dans ce rôle de Massimo, le jeune poète épris de la princesse, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que vous avez finalement écrit ce que vous rêviez de jouer? Oh ouais, oui, j'ai écrit ce que je rêvais de jouer et ce que je rêvais de dire aussi à la personne pour laquelle je l'ai écrit. Et j'espérais aussi lui écrire un rôle qu'elle rêverait de jouer aussi. Je pense que ces 2 rôles, Rose et Massimo, correspondent très très bien aux amants qu'on était quand on avait 20 ans et aux individus qu'on rêvait d'être aussi, puisqu'il y a toujours une part de fantasme. J'entends la perche que vous venez de me tendre, on va y venir dans un instant. Oui, on va y venir dans un instant, on se le garde pour la fin. Je voudrais quand même dire que j'ai lu forcément votre texte qui m'a fait non seulement procurer beaucoup d'émotions, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'amour, mais aussi beaucoup de drôlerie. Ah oui, bah oui. Notamment dans le rôle de votre acolyte Aldo, qui parle notamment de vos cheveux. Il faut absolument que tu fasses quelque chose pour tes cheveux. Tu as toujours l'air de sortir du lit. On va pas se mentir, Félix Radu, ça sent le vécu. Ça sent un peu la phrase d'une mère à son fils. Alors je sais pas si elle vous a dit ça, mais en tout cas j'ai eu ce sentiment quand j'ai lu vos phrases. Ce personnage d'Aldo, il est drôle, il est amusant, il est porté sur la bouteille qu'il veut toujours ouvrir à la moindre occasion. Notamment quand Massimo lui dit que la princesse l'a embrassé et qu'il se refuse à boire, puisque à quoi bon boire finalement, puisque nous sommes déjà ivres, évidemment. J'aime beaucoup ce que dit Aldo aussi, les amours impossibles sont comme des allumettes, c'est une bien petite flamme pour beaucoup de fumée. Et peut-être que cela c'est vrai. Voilà, une pièce très très intéressante, souriante, amusante, vivante. Beaucoup de choses. On s'imagine alors aussi que, comme dans toutes les pièces, pour ceux qui se posent la question, il y a une intrigue qui dure, qui nous tient en haleine. Vous faites le choix de dézinguer le doute au tout début, puisque finalement, la princesse découvre la percherie, et j'étais convaincue que vous vous arrêteriez là, mais finalement, j'ai bondi, page 38, en découvrant qu'il y a quand même
plein de retournements de situation. Ah bah oui, le projet c'était d'abord dans un premier temps de montrer qu'une histoire peut être jolie même quand on a l'impression que l'intrigue est connue. C'est-à-dire deux personnes qui se rencontrent et c'est compliqué. Ça franchement, Shakespeare le fait depuis des années, enfin l'a fait pendant des années, c'est plus à prouver. Et l'important justement c'est de prendre plaisir à ça et puis au final de quand même se laisser surprendre à Voilà, c'est vraiment ça. C'est ce qui se passe. C'est ce que je voulais faire, oui. Aussi une grande question, est-ce que ce livre, comme tous les chefs-d'œuvre, est une lutte des classes ? Une lutte des... Waouh, vous projetez. Alors, est-ce qu'une lutte des classes... Alors, à quel endroit et à comment pourrais-je répondre de manière intelligente ? Alors là, je vais pas vous aiguiller, non, Félix Radu, pardonnez-moi, je ne peux pas répondre à votre place. Je ne sais pas. Eh bien, il y a ces deux univers qui s'affrontent finalement, celui d'Aldo et Massimo face à cette princesse et ce Rubus aussi face à cette princesse. Bien sûr, je pense que de toute façon, c'est en toile de fond partout, toujours. Mais c'est clair qu'il y a des vraies situations de points de vue différents. C'est-à-dire qu'ils ont tous des situations différentes, des classes différentes. Et quand ils parlent, ils ont tous raison. Et c'est ça que moi j'aime dans cette pièce, c'est que personne ne veut de mal à personne, mais que tout est catastrophique tout le temps. Et quand moi, par exemple, là, je pense essentiellement à la scène où justement Rose lui dit comment fait-on en fait pour faire cesser de pleuvoir un cœur quand on ne sait rien du chagrin. Et Rubus lui dit oui, mais vous savez ce que c'est vous d'être dehors sous la pluie et d'avoir faim. Elle lui dit mais la pluie tu peux te cacher, mais qu'est-ce que tu fais quand la pluie elle est dans le corps ? Il y a pas d'abri pour ça, pour la mélancolie, pour la tristesse. Et effectivement, il y a tout un discours là-dessus. Même pareil pour le climat, à mon avis, j'ai caché des perches dedans. Exactement. Vous parlez dans ce livre et peut-être justement de ce sujet qui est mondial, la différence entre les riches et les pauvres, et qui est le fait de tout avoir et de se sentir vide, et de ceux qui n'ont rien et qui doivent le remplir. Il y a cette phrase, savez-vous ce que c'est une princesse ? Vous comptez les nuages, moi les tempêtes. Ça, c'est ce qu'elle dit à ceux qui ont moins qu'elle. Pour changer un peu de sujet, je trouve qu'Aldo et Rose sont semblables dans leurs sentiments, si je peux me permettre, dans leur état de manque avec l'amour, puisque lui aussi dit que sa belle lui manque même quand elle est là. Oui, mais ça c'est parce qu'il pressent le départ. Je pense que Rose est plus mesurée qu'Aldo. Aldo est toujours trop intense et je pense que Rose s'interdit l'intensité justement par souci de son rôle. Et ça aussi c'est quelque chose qu'on peut très vite ressentir, c'est cette obligation à correspondre à quelque chose qu'on attend de nous alors que finalement on n'a rien demandé. Et c'est là où je fais moi le lien avec le climat, c'est que cette jeunesse, quand elle arrive dans un monde où on lui dit bon ben voilà, tout brûle, c'est la catastrophe, faites des efforts et puis courage, et ben on se retrouve à culpabiliser de tout, à une sorte d'éco-anxiété, à devoir faire attention à ce qu'on achète, à comment on se comporte. Pareil avec Internet qui nous montre le moindre fait et geste donc on a toujours peur de faire une connerie parce qu'on sait que ça peut. Et Rose, en fait, pour moi, c'est vraiment l'allégorie de ça, c'est cette jeunesse qui est là. Et elle le dit d'ailleurs, je ne suis qu'une enfant, mise à la tête d'autres enfants, laissés pour morts, les coupables sont morts, sont en train de mourir, et c'est un peu ça, genre les gens d'avant nous laissent une planète, et puis on dit bon bah courage les gars, et on est là, bon, alors on prend la pelle et on creuse, mais donc je pense qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a peut-être un peu de politique là-dedans. Félix Radu, on va conclure avec le petit teasing fait il y a un instant. Vous concluez une lettre adressée au lecteur par ceci. S'il ne doit rester qu'une chose de cette pièce, oubliez les mots, les virgules, les formules, ne gardez que l'urgence infinie de vivre et d'aimer. La saison estivale et des amours étant passés dans la vraie vie, et puisqu'il en était question la dernière fois que nous nous sommes vus ici, Félix Radu, est-ce que l'amour est venu frapper à votre porte ? Et je me permets aussi de poser la question puisque vous dédiez cette pièce à votre Rose. Ah oui, alors ça c'était une promesse que je m'étais faite, cette pièce je l'ai écrite pour une fille dont j'étais très amoureux quand j'avais 20 ans, qui s'appelle Clémentine, et cette pièce quand je l'ai fait imprimer pour la première fois, j'avais mis un post-it dessus en disant à ma Rose, cette pièce t'appartient puisque c'est dans tes yeux que je l'ai trouvée. Et je m'étais juré, même après notre séparation, de si j'arrivais à monter cette pièce, parce que je lui avais fait la promesse, il fallait que publier, elle ait ce post-it, il fallait que tout soit comme l'objet que j'aurais voulu donner à cette fille à ce moment-là. Et donc, à ma Rose, bah, c'est à cette fille qui a refait sa vie depuis, et j'ai refait la mienne, heureusement. Mais donc voilà. Mais oui, sinon, oui, moi, ma vie aussi. Et donc, il y a une nouvelle Rose. Oui, d'ailleurs, qui nous attend de l'autre côté de la porte. Et qui est très belle, je tiens à le dire. Désolée pour les auditrices qui nous écoutent, elle est sublime. Restez avec nous. On continue cette émission avec Félix Radu pour sa pièce de théâtre Rose et Massimo qui se jouera à partir du 17 septembre au Théâtre du Petit Montparnasse. Et dans un instant, mes chroniqueurs nous rejoignent pour découvrir les goûts culturels de notre invité. Mais tout de suite, le rappel des titres sur Radio J. h 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J.
16h30 sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le jour rappel des titres avec Eva Soto. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, 3 attentats depuis hier. Le nouveau a eu lieu ce matin. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a adressé ses condoléances aux victimes. Il y a 1 mort et 5 blessés. Conséquence d'une attaque au camion bélier en Judée-Samarie sur la route 443 entre Jérusalem et Tel Aviv. Le chauffeur est arrivé à un point de contrôle puis a fait demi-tour pour foncer sur des soldats israéliens qui marchaient sur le bas-côté de la route. L'Iran affirme avoir déjoué une tentative israélienne de sabotage. Le ministre iranien de la Défense affirme que le Mossad voulait vendre des pièces défectueuses à l'industrie balistique et spatiale. Les tensions à la frontière israélo-libanaise, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter aujourd'hui le maintien de sa force d'interposition au Liban. C'est la fameuse FINUL et son mandat s'achève ce jeudi. Le Hezbollah est contre le renouvellement de ce mandat et la diplomatie israélienne travaille au Conseil de sécurité de l'ONU pour obtenir le maximum de votes de son côté. Le président israélien sera en visite d'État en Slovaquie et en Autriche la semaine prochaine, d'abord à Bratislava et à Vienne. Il y aura une cérémonie spéciale à la résidence de Theodor Herzl, le père du sionisme. Dans l'actualité internationale pour l'Union européenne, le coup d'État au Gabon fait suite à des élections entachées d'irrégularités. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à CNN. L'actualité en France, c'est la réunion hier de 12 heures d'affilée entre le président Emmanuel Macron et les représentants des principaux groupes parlementaires. Au niveau international, un large consensus s'est dégagé en faveur de l'aide apportée à l'Ukraine face à la Russie. Autre échéance attendue, la rentrée scolaire avec l'interdiction des abayas pour cette première rentrée également pour Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Félix Radu pour sa pièce de théâtre Rose et Massimo à partir du 17 septembre au Théâtre du Petit Montparnasse et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Véronique Philippona, directrice du magazine Elle. Cette semaine, en couverture du magazine Elle, la top modèle mythique Gisèle Bündchen. Tous les looks, toutes les tendances, tout ce qui fait l'allure sont dans ce numéro spécial mode exceptionnel. Découvrez aussi la première box Elle, nos produits mode et beauté préférés en édition limitée. Rendez-vous sur le site du magazine Elle. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J, merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Félix Radu. On s'est laissé il y a quelques secondes, minutes, Félix, où vous nous disiez que peut-être il y aurait une autre pièce prochainement. On verra bien ce qui nous attend. En tout cas, pour ce qu'il en est de vos projets, j'ai 2 questions à vous poser. La première, c'est, bien sûr, on vous a connu au départ comme chroniqueur, radio, télévision. Vous avez fait des millions de vues sur les réseaux sociaux et on me l'a demandé la dernière fois, alors je pose la question aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de revenir ? Est-ce que vous allez revenir dans un média ? Pourquoi pas, un jour, oui. Là, justement, je viens de décliner la proposition de continuer les chroniques tout de suite à la radio, à l'RTBF, pour me concentrer sur les projets plus grands, quoi. Mais oui, pourquoi pas, si la proposition est cool et que je me sens libre dans le contenu, ouais, grave. Une autre question parmi vos projets. Est-ce que par hasard, vous ne nous pousseriez pas la chansonnette ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre parce que je connais quelqu'un qui vous connaît. Et j'ai vu des petites stories passer. C'est vrai ? Ouais, Vladimir Parian, que j'embrasse bien fort. Très bien, oui. Voilà, on se je connaît. bosse avec Vlad, ouais. Et voilà, Vlad, qu'on embrasse très très fort. C'est un podcast ou c'est des chansons ? Le monde est petit, je ne peux pas répondre à cette question. Vous pouvez pas répondre, mais en tout cas, voilà, le verre est dans le fruit pour les auditeurs. Je répondrai en dehors des micros. Avec grand plaisir. Dans cette partie d'émission, puisqu'il est question de culture, on va découvrir ce que vous aimez ou ce qui pourrait vous plaire. Et tout de suite, on va au théâtre. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé, olé. Et on retrouve David Schweger. Bonjour David. Bonjour Cyrielle et bonjour Félix Radu. Bonjour. Alors, en vous recevant, on voulait vous faire plaisir, bien sûr, dans le choix de la chronique théâtrale. Et on sait que vous aimez Smile de Nicolas Nebaud et d'Anne Ménache.
malheureusement, la pièce ne se jouera au Théâtre de l'Œuvre qu'à partir du 14 octobre. Alors, comment vous faire plaisir en parlant d'une autre pièce qui consonnerait tout autant avec ce que vous êtes, une pièce alliant l'humour, cette poésie aussi qui vous caractérise sans négliger la profondeur et la réflexion. Eh bien, c'est du côté de Delphine Orvilleur que je me suis tourné avec son dernier opus, Il n'y a pas de Ajar, un texte qui campe un homme affirmant qu'il est Abraham Ajar, le fils d'Émile Ajar, ce faux nom littéraire sous lequel Romain Gary a obtenu pour la 2e fois le prix Goncourt sous une fausse identité. Abraham Ajar, c'est donc le fils littéraire de l'identité virtuelle, fausse, incertaine, de Romain Gary. Alors, on a reçu Delphine Orvilleur, David, pour nous en parler, mais c'est vrai que on peut se poser la question aujourd'hui de savoir finalement pourquoi l'a-t-elle mis en scène. Abraham Ajar, c'est une façon pour Delphine Orvilleur de revisiter, sous le patronage de ce grand subvertisseur d'identité qu'est Romain Gary, non seulement la question de la foi, Abraham n'est-il pas le père de tous les croyants, mais celle de l'identité, d'interroger notre rapport à un grand autre et aux autres, purement marqué par l'identité à soi, à sa religion, sa communauté. Abraham Ajar demande ainsi au spectateur qui lui rend visite dans une cave, le célèbre trou juif de la vie devant soi, ce trou dans l'identité, es-tu l'enfant de ta lignée ou celui des livres que tu as lus ? Es-tu sûr de l'identité que tu prétends incarner ? En s'adressant directement au public, Ajar revisite l'univers de Romain Gary, mais aussi celui de la Kabbale, de la Bible, de l'humour juif, ou encore les débats politiques d'aujourd'hui, nationalisme, transidentité, antisionisme, obsession du genre ou politique des identités, appropriation culturelle. En ayant vraiment pour base continue la critique des identités fixes et frileuses, la politique du tout identitaire, pour lui préférer l'identité baladeuse, métissée, toujours en mouvement, incarnée par cet Abraham Ajar qui existe et qui n'existe pas tout en même temps et auquel le jeu éblouissant de Johanna Nizar donne des formes, des voix, des costumes sans cesse différents, non seulement un grand texte, mais une démonstration d'acting à ne vraiment pas manquer. Alors on vous entend, David Schweger, j'ai envie de dire que vous êtes, je crois, très marqué par cette interprétation. Tout à fait, car le travail de Johanna Nizar et Arnaud Aldiger est d'une éblouissante maestria qui conduit l'actrice à ne cesser, tout au long de l'heure et demie de son puissant monologue, à changer non seulement de costume, mais de voix, de sexe, d'âge, pour parvenir à incarner le fond de la question de cette gigantesque entreprise littéraire et théâtrale de déconstruction de ce qui menace comme étant le même, le souci de soi et de l'entre-soi. Avec le talent qu'ont seuls les grands acteurs plasmatiques dans leur capacité à changer d'apparence, elle passe de sa condition d'Abraham Ajar à celle d'un viking punk ou d'une geisha japonaise en un clin d'œil, grâce à une débauche de talent absolument incroyable. Chacun, en allant voir la pièce, pourra se faire une idée de l'incroyable énergie, mais aussi de l'inventivité, de la grâce, de la finesse, de la force qu'il faut à Johanna Nizar pour incarner son personnage polymorphe. Autant vous dire qu'on est persuadé qu'elle termine chaque soir de représentation sur les rotules, mais pour le plus grand bonheur et éblouissement des spectateurs. Un petit mot de conclusion, David. Écoutez, quoi de mieux en conclusion que de vous faire entendre un court extrait qui dit beaucoup de l'humour juif, mais pas seulement, surtout pas seulement, que déploie la pièce et de sa philosophie anti-identitaire, cette idolâtrie du XXIe siècle pour Delphine Orvilleur. Abraham Ajar nous explique la généalogie d'Abraham, le père de tous les croyants, en évoquant Terach, son propre père, idolâtre. Son père est idolâtre, comme tout le monde à cette époque et comme beaucoup de gens à la nôtre. Un idolâtre, tu sais, c'est quelqu'un qui croit que Dieu s'intéresse vraiment à tes problèmes, que tu peux lui demander de l'argent, du succès ou un vélo électrique dernier cri du moment que tu le vexes pas et que tu le caresses avec ferveur dans le sens du poil. Eh bien, le père d'Abraham en est un d'idolâtre. Il n'est pas très connu, mais dans la Bible, il porte un nom étrange. Il s'appelle Terach. Pas facile à prononcer. Alors, pour des raisons d'intégration, on lui a légèrement francisé le patronyme. Terach est devenu Taré. Véridique. Tu peux vérifier. Abraham, le père de tous les croyants, donc, est un fils de Taré. Voilà,
Ça semble assez dingue. En effet, je confirme. Merci David Schweger. Ça a donné envie, en tout cas, à susciter une curiosité d'aller voir, même si on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec ce qui est dit, bien évidemment. Mais bravo pour cette chronique. Je rappelle que la pièce Il n'y a pas de hasard de Delphine Orviller est reprise pour 12 représentations exceptionnelles du 1er septembre au 1er octobre 2023. Cette année donc dans le très bel écrin du théâtre de l'Atelier, place Charles Dulin à Montmartre. On adore, dans une mise en scène de Johanna Nizar et Arnaud Aligé. À très vite, à la semaine prochaine sur Radio J. À la semaine prochaine. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Allez, tout de suite, c'est la chronique Flashback avec Sarah Bismuth. Bonjour Sarah. Bonjour Cyrielle. Bonjour Félix. Bonjour. Dans cette chronique, nous allons entrer dans votre univers culturel, parler d'art et d'artistes que vous appréciez. On commence en musique. Dans votre playlist du moment, on trouve Hélène Sio, faisant partie de vos coups de cœur. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Hélène Sio est une jeune chanteuse narbonnaise de 22 ans. Elle n'était pas prédisposée à chanter de la variété française, ayant étudié au conservatoire lyrique durant 10 ans. Flashback. Elle a tout juste 17 ans lorsqu'elle tente sa chance à The Voice Kids. Tout juste repêchée, sa prestation de La ceinture d'Élodie Frégé en direct convainc son coach Florent Pagny de continuer l'aventure avec elle. On écoute un extrait. Non, pas sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu, de ton honneur perdu. Non, pas sur les lèvres, même si j'en rêve, même si je tremble, et bien que mon cœur soit nu. En chantant La ceinture, elle confirme sa place au sein du télécrochet. Zazie dira même d'elle qu'elle a une vieille âme, une voix classique, tout en étant très moderne. L'adolescente se hisse jusqu'à la demi-finale. Elle ne gagnera pas The Voice. Mais, ça y est, elle est connue et le public l'adore. Elle est remarquée pour sa voix mature et sa personnalité solaire. Elle sort son premier single intitulé « J'aime tout chez vous ». On écoute. J'aime tout. Elle compose ses propres titres. Elle y parle habilement d'amour et de passion. La chanson, sortie fin 2022, cumule déjà 660 000 écoutes sur Spotify. Elle présente des sonorités pop, mélancoliques et a une allure vintage. Nous faisons presque penser à une certaine Clara Luciani. Le clip propulse la jeune Hélène en pleine 60s dans la peau d'une femme au foyer, en total look color block. Elle se prélasse dans un canapé aux allures kitsch, tout en se livrant sur ses états d'âme romantiques. Sa carrière décolle et elle ne tarde pas à sortir son deuxième single, Fin du film, en mars dernier. Elle confirme ainsi son travail approfondi du parler d'amour, un peu comme vous. Et puisque Hélène Sio est à écouter sans modération pour vous, j'ai choisi de vous faire diffuser un extrait de sa dernière création. J'ai bu et rebu toutes les bulles de ton champagne. Ivres-tu vraiment un drame? Tout au long de cette année, elle fait sale compte dans plusieurs lieux emblématiques de la pop musique française, comme la Boule Noire, le Pop-Up, le Café de la Danse, et elle fera l'unanimité au festival Cabourg Mon Amour au début de l'été. Son prochain single a été annoncé pour la rentrée. On peut dire que la jeune artiste ne chôme pas. Avec sa voix romantique et sensible dans l'air du temps, et ce nouvel espoir de la pop française est à écouter sans fin. Et on poursuit avec de la littérature et un auteur qui pourrait être votre frère spirituel, Félix Radu. Tout à fait, Cyrielle. Quand je serai grand, je serai amoureux a été écrit par Paul Laughton. C'est un recueil de rêves, de poésie, de beauté, à l'instar de vous, Félix Radu, qui ne cessait jamais de donner de la voix pour parler d'amour, de la vie, de l'espoir, des émotions et des sensations. Paul Laughton est un écrivain bordelais de 26 ans. Il attend encore d'être un grand pour pouvoir enfin tomber amoureux. Preuve en est que la 4e de couverture n'est composée que d'un très grand gribouillis, comme pour souligner la candeur de notre auteur, ou peut-être ce côté cancre, comme il se plaît à le dire. C'est un ouvrage court, léger et poignant à certains moments, notamment lorsqu'il parle de regret. Car parfois l'amour peut être le regret de toute une vie, ou se transformer en remords lorsqu'on regarde en arrière. Voici quelques vers tirés de l'ouvrage. Tu t'en rendras compte plus tard. L'angoisse, c'est le déguisement des regrets. C'est la cachette des « j'aurais dû ». C'est le cimetière des fleurs qu'on n'a jamais laissé pousser.
Et pourquoi, forcément, on a envie de vous demander, Félix Radu, après ces vers, ces mots, pourquoi vous avez aimé ce livre ? D'abord, j'aime l'homme. J'ai la chance c'est ce que je dis souvent, mais j'ai la chance de côtoyer mon poète préféré. Paul Laughton, c'est vraiment mon poète préféré. Je suis content de vivre en même temps que lui. Il y a des hasards comme ça. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Et c'est vraiment ma définition du poète, quoi. C'est un gars qui aime le vin, comme Aldo, et qui a toujours des traits d'esprit, des bons mots, et qui a toujours une coupe à la main, et qui a des rêves plein la tête, qui sont parfois mélancoliques, et puis parfois il aime trop fort, et puis il a tout le temps une bonne idée, une mauvaise idée souvent. Il a souvent des très mauvaises idées. Et quand je lis ses vers, je l'entends parler, et je trouve que c'est un grand homme. J'espère que l'histoire le retiendra. On va terminer avec du cinéma et l'un de vos réalisateurs préférés. Il s'agit de... Alors, je suis pas sûre de pouvoir arriver à le dire. Hayao Miyazaki. Ah oui, bah... Hein on est bien ? Oui, c'est vrai, je me remate tous les Miyazaki là en ce moment, ouais. Sarah Bismuth, dites-nous tout parce qu'on ne connaît pas du tout. Tout à fait, Cyril, c'est ce que j'ai appris, que Félix se replonge actuellement dans les œuvres du monstre sacré de l'animation japonaise, et il y a de quoi. Flashback sur cette légende du cinéma nippon. Il a à peine 22 ans lorsqu'il entre dans les studios Toei dans les années 60 comme intervalliste. Donc on peut dire que ça date. Ouais. C'est une fonction clé du monde de l'animation qui consiste à dessiner des images qui manquent pour faire la liaison entre deux planches importantes. Cela permet une plus grande fluidité de l'œuvre. Son talent est remarqué et il commence à se faire un nom dans le monde du cinéma japonais. Il devient animateur en chef, concepteur et chef décorateur sur l'animé Horus Prince du Soleil. Pour cette première production, où il tiendra un rôle important, il collaborera avec le réalisateur Isao Takahata. Les deux artistes, mus par une amitié et un respect mutuel, travailleront ensemble jusqu'à la fin de la carrière de Takahata en 2016. Pour en revenir à Miyazaki, c'est un artiste né. Dessinant chaque image à la main, certaines de ses œuvres ont pu dépasser les 170 000 dessins. Il juge que la technologie nuit à l'homme et à sa créativité. Même si dans les années 2000, il a accepté quelques petites concessions, sans pour autant que le dessin ne perde de son rôle crucial. C'est à partir de la fin des années 90 que chacune de ses œuvres est un succès phénoménal à l'international. Il choisit de véhiculer des images et des messages qui peuvent toucher tout le monde. L'écologie avec Princesse Mononoke, la richesse des émotions humaines avec Le Voyage de Chihiro, ayant d'ailleurs remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2003, la paix et la compassion avec Le Château ambulant, ou encore l'amour tragique des pins dans Le vent se lève. Les musiques des films d'animation de Miyazaki sont une des grandes forces de ses créations. J'ai voulu vous faire partager l'une des plus belles d'entre elles, celle intitulée Laputa tirée de l'animé Le Château dans le ciel. L'œuvre relate la méfiance de Miyazaki envers la technologie comme vecteur de projet. Car plus la technologie est avancée, plus l'homme devient cupide et violent. Il ne critique pas la technologie en elle-même, mais plutôt l'incapacité de l'homme à l'utiliser avec sagacité. Je rappelle que l'animé date de 1986. On peut dire que Miyazaki était un visionnaire sur le progrès phénoménal que la technologie ferait en moins de 40 ans. Je ne sais pas si vous avez volontairement choisi votre moment pour vous replonger dans toutes les œuvres de Miyazaki, mais en tout cas, vous avez un timing parfait. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, le dernier film d'animation qui avait été annoncé par lui-même en 2017, qui s'intitule Le Garçon et le Héron, enfin sa date officielle de diffusion en France. Le film d'animation sortira en avant-première le 17 septembre au Festival Lumière de Lyon et partout ailleurs le 1er novembre. Je conseille donc aux plus grands admirateurs de Miyazaki de prendre leur billet pour le festival ou d'attendre patiemment encore 2 petits mois. Je suis sûre que les fans du génie savoureront ce dernier chef-d'œuvre et que l'attente aura valu la chandelle. Y compris pour vous, Félix Radu, avant qu'il ne raccroche définitivement son crayon. Ah, ça c'est une actualité. Vous l'attendiez, Félix Radu ? Ouais, mais bien sûr, comme tout le monde, je pense. Tous ceux qui ont vu des Miyazaki. Ah, mais je me suis fait incendier, sachez, dans le casque. On m'a dit, mais comment tu ne connais pas ? Alors, mea culpa, je ne connais pas parce que... Oh non, mais que du contraire. Moi, je trouve ça trop bien. Tu vas pouvoir te faire une soirée film de malade. Et découvrir tout ça avec un grand plaisir. Et on ira au cinéma ensemble, ça avec vous va ? Avec grand plaisir. Popcorn sucré ou salé ? Les deux. On choisit pas. Caramel, ça peut être sympa aussi. Merci beaucoup, Sarah Bismuth, pour cette chronique flashback dans les goûts culturels de notre invité. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Oscar Wilde a dit « Parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup notre vie entière est concentrée dans un seul instant.
on va essayer de faire ça maintenant avec vous, Félix Radu, pour la séquence introspection. 10 questions pour nous aider encore à mieux vous connaître et on y va doucement sur la musique douce de Jérémy Ababou. Première question. Si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis le début, vous changeriez quoi, Félix Radu ? Oh, qu'est-ce que je changerais ? Ah, c'est compliqué, je pense qu'il faut rien changer, sinon genre je n'existerais pas et tout c'est comme des dominos. Non, je remonterai dans le temps en promettant que je changerais quelque chose et j'y changerai rien juste pour le revivre une deuxième fois. Quel conseil donneriez-vous à un enfant pour réussir sa vie ? Pour réussir sa vie, de s'écouter. Je pense qu'il y a rien qui... Réussir sa vie, ça veut tout rien dire. Faut juste être heureux. Et être heureux, ça veut dire être en lien avec soi, dans sa mesure. Donc, si c'est courir, cours. Si c'est travailler, travaille. Si c'est te reposer, repose-toi. À vrai dire, sois en harmonie avec qui tu es, quoi. Quel a été le plus bel âge de votre vie et pourquoi ? Le plus bel âge de ma vie, c'est celui qui est derrière et celui qui est devant. Je veux dire, je prends assez peu de plaisir à ramer, mais j'aime beaucoup repenser à quand je ramais et j'aime beaucoup me dire que je ramerai encore demain. Quelle fut la plus grande erreur de votre vie et comment vous l'avez résolue ? La plus grande erreur de ma vie, c'était de penser que ma mère était immortelle. Et comment je l'ai résolue en lui disant je t'aime tous les jours. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas par peur d'être jugé ? J'aimerais beaucoup plein de choses que je ne peux pas dire à la radio. D'abord, dans un premier temps. Mais ouais, plein de choses. J'aimerais des choses bêtes, mais voyager, partir, courir, puis arrêter de bosser aussi. Je culpabilise énormément de juste ne rien faire, flâner. Je me dis la vie est courte, il faut laisser des traces, faut laisser des choses pour les gens qui suivent, quoi. Quelle est la chose, Félix Radu, que vous avez fait cette année et dont vous vous souviendrez toute votre vie ? J'ai fait l'amour. Si je vous parle d'amour, justement, Félix Radu, cela résonne alors, et j'ai la réponse, comme quelque chose de souffrant ou de vivant ? Les deux. Je pense que vivre, c'est quelque part un peu souffrir, mais pas souffrir négativement. C'est-à-dire, il faut un effort, il faut qu'il y ait une résistance, il faut qu'il y ait quelque chose. Si tu pleures, c'est que quelque chose existe. Si vous pouviez changer une chose sur votre corps ou votre personnalité, qu'est-ce que ce serait ? Oh, j'essaierais d'être moins distrait, je pense. Je souffre pas mal de ma distraction. Je suis très... J'aimerais parfois pouvoir profiter davantage des choses qui sont et être moins dans le passé et l'avenir. Si vous étiez président, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? La première mesure que je prendrais, ce serait de faire en sorte que tous les hommes politiques soient payés au salaire moyen français, je pense. Parce que je pense que quand on se proclame représentant d'un peuple, il faut justement le représenter. Et c'est impossible, je pense, d'être au peuple quand on n'est pas au peuple. Voilà. Après votre départ de la vie, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Qu'ils retiennent rien de moi, qu'ils retiennent d'eux-mêmes. Enfin, j'espère que mon œuvre sera plus une passerelle pour se connaître soi plutôt que de me connaître moi. Je suis bien inutile. Et je pense que parfois il faut céder la place au suivant. Non, j'espère que ce seront plus des terrains de jeu pour eux. Merci Félix Radu. Ah, merci à vous. Et cette séquence, on peut la retrouver bien sûr en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Allez, vous restez avec nous sur Radio J, on va écouter J'aime tout chez vous. On va se faire plaisir dans un instant. Notre coup de cœur du jour, notre experte pour le portrait de notre invité. Mais tout de suite, la pause suivie du journal. Mais d'abord, la musique. Ah oui, restez connectés. Je touche à tout, jusqu'au bout de ta cendre. Je suis prête à attendre que tu sois fou de moi. J'ai tout prédit sans foi ni loi. Je te l'ai dit 100 fois, c'est toi. J'aime tout. Touchez-vous de ton corps.
uniquement sur Radio J. Radio J. Ah chérie, écoute-moi, je veux juste te parler. Et viens vite avec moi, on va se balader. Radio J. Vous écoutez Radio J. Ah, c'est très gentil. Non mais je le pense depuis tout à l'heure. Merci. C'est possible d'avoir un peu plus fort? Ça ira très bien. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Chaque semaine, et particulièrement en période de tension, l'hebdomadaire Actualité Juive va encore plus loin, avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives sur Israël, le Moyen-Orient, la lutte contre l'antisémitisme et l'actualité politique en France. Actualité Juive, France, Israël, communauté, judaïsme, mémoire, société, culture, abonnez-vous ou réabonnez-vous en formule papier ou digital sur le site actualitéjuive.com. Actualité Juive, l'hebdomadaire incontournable de la communauté. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Daniel Gilbert. Bonjour, c'est Bernard Mabille. Monsieur David Hallyday, aujourd'hui, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, c'est Dave. Radio J. La journée est belle. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité en Israël, un nouvel attentat ce matin. Le ministre de la Défense Yoav Gallant a adressé ses condoléances aux victimes. 1 mort et 5 blessés. Conséquence d'une attaque au camion bélier en Judée-Samarie sur la route 443 entre Jérusalem et Tel Aviv à la hauteur de Modine. Le chauffeur a été neutralisé à un point de contrôle situé à une dizaine de kilomètres. Les responsables de la défense ont identifié l'auteur de cet attentat. Un chauffeur palestinien donc qui avait un permis d'entrée en Israël pour y travailler. Et cet attentat, c'est déjà le 3e en moins de 24 heures puisqu'hier soir, il y en a eu 2 autres. Un Israélien blessé à Jérusalem dans une attaque au couteau et des soldats de Tsahal qui l'ont aussi été en escortant des fidèles juifs au tombeau de Joseph à Naplouse. Là, c'est une explosion qui a eu lieu à leur passage et le djihad islamique a revendiqué l'attentat. L'analyse de Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires israéliens. On a vu des explosifs, des voitures qui essaient d'écraser des gens, des couteaux, des cocktails Molotov, des pierres. Il y a toutes ces menaces à la fois. Et chaque jour, il faut bien le rappeler, c'est très très important, chaque jour, des dizaines d'attentats sont déjoués par le Shin Bet et l'armée. Des dizaines, on parle à peu près de 200 attentats par semaine qui sont déjoués, avortés grâce à l'intervention des forces de sécurité.
Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires israéliens. L'Iran affirme avoir déjoué une tentative israélienne de sabotage. Le ministre iranien de la Défense affirme que le Mossad voulait vendre des pièces défectueuses aux industries balistiques et spatiales. La chaîne de propagande Al-Mayadin dit qu'il s'agissait d'une opération les plus complexes jamais planifiée par Israël contre l'Iran. Les tensions à la frontière israélo-libanaise, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter aujourd'hui le maintien de sa force d'interposition au Liban, la fameuse FINUL dont le mandat s'achève ce jeudi. Cette force de casque bleu est censée maintenir le calme à la frontière nord d'Israël en interdictant les actions du Hezbollah. Pourtant, ces derniers temps, le groupe terroriste mandataire de l'Iran a installé des postes d'observation et même des tentes qui mordent sur la frontière avec Israël. La clause ajoutée l'an dernier permet en théorie à la FINUL d'agir de façon indépendante, donc sans l'armée libanaise. Une clause que souhaite supprimer Beyrouth. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk. L'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, Gilad Ardan, œuvre ces derniers jours afin de rectifier le mandat de cette force de la FINUL qui est stationnée sur la frontière entre Israël et le Liban. On voudrait, côté israélien, que la force puisse disposer d'un mandat plus ferme pour faire face aux multiples provocations de Hezbollah dans cette région. Correspondance à Jérusalem de Daniel Haïk. Dans l'actualité internationale, pour l'Union européenne, le coup d'État au Gabon fait suite à une élection entachée d'irrégularités. C'est ce qu'a affirmé le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, à CNN. Même si les coups d'État ne sont jamais une solution, Josep Borrell estime que les fraudes électorales peuvent aussi être considérées comme des coups d'État, mais au niveau institutionnel. Ali Bongo venait de remporter la présidentielle quand les militaires l'ont renversé. Son père avait déjà dirigé avant lui le pays des dizaines d'années. Le clan était à la tête du Gabon depuis 55 ans. Ali Bongo est en résidence surveillée et 8 de ses proches ont été arrêtés par les militaires. L'actualité politique en France, c'est la réunion hier de 12 heures d'affilée entre le président Emmanuel Macron et les représentants des groupes parlementaires. Au niveau international, un large consensus s'est dégagé en faveur de l'aide apportée à l'Ukraine face à la Russie et le principe d'une conférence sociale sur les carrières et les branches situées en dessous du salaire minimum a été validé dans la soirée. Économie, l'inflation rebondit en août à 4,8% sur un an. La première accélération de la hausse des prix depuis le mois d'avril. Sur un mois, les prix à la consommation augmentent de 1%. Mais ceux de l'alimentation, en revanche, ralentissent pour le 5e mois consécutif. Et merci beaucoup Eva Soto, on vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause et on poursuit notre émission avec mes invités sur Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Véronique Philippona, directrice du magazine Elle. Cette semaine, en couverture du magazine Elle, la top modèle mythique Gisèle Bündchen. Tous les looks, toutes les tendances, tout ce qui fait l'allure sont dans ce numéro spécial mode exceptionnel. Découvrez aussi la première box Elle, nos produits mode et beauté préférés en édition limitée. Rendez-vous sur le site du magazine Elle. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Et si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité avec mes invités aujourd'hui. Notre cher amour, puisque c'est son t-shirt, son sweat qui est inscrit comme ça, Félix Radu, pour la pièce Rose et Massimo. Et mon coup de cœur du jour, Mickaël Jacob. Bonjour Mickaël. Merci de me recevoir. Et c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes un habitué de la maison. On s'est vu l'année dernière. Après la même histoire, votre dernier titre sorti l'année dernière que vous avez revisité et qu'on va écouter en direct. Vous venez de sortir une nouvelle version de celui-ci. Et puis une nouvelle chanson intitulée Mélodie. C'est une ballade pop soul qui est douce. Elle a été conçue comme la métaphore de l'harmonie d'une relation amoureuse. Et ça doit bien parler à notre invité aujourd'hui. J'ai envie de dire qu'on va écouter Mélodie. Et puis on en parle, c'est bon ? Plaisir. Allez, on y va. Donne-moi le temps avant l'usure qui nous sépare. Donne-moi l'instant, l'aventure d'un premier départ. Donne-moi la nuit pour que le jour se réalise.
toutes mes prières qui éloignent l'enfer. T'es la même aujourd'hui, comme une mélodie qu'on écoute une seule fois, qu'on n'oublie pas. T'es la même aujourd'hui, à l'amour, à la vie, y'a rien qui changera tant que t'es là. Donne-moi tes yeux pour que je vois combien tu m'aimes. Donne-moi le bleu du ciel et la vie de bohème. Donne-moi le bruit quand tes silences s'éternisent. Avant les trop tard, une lueur d'espoir. T'es la même aujourd'hui, comme une mélodie qu'on écoute une seule fois, qu'on n'oublie pas. T'es la même aujourd'hui, à l'amour, à la vie, y'a rien qui changera tant que t'es là. Partout où tu n'es pas, le même parfum, les mêmes endroits, les habitudes ou les combats. Tu es la même et tu es là. Comme une mélodie qu'on écoute une seule fois, qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui, à l'amour, à la vie, y'a rien qui changera tant que t'es là. Mélodie de Michael Jacob sur l'antenne de Radio J, une chanson qui fera partie du prochain album qui s'intitule 142. Michael Jacob, parlez-nous de la préparation de cet album, on a envie de tout savoir. Alors en fait c'est un vrai challenge pour moi. J'ai toujours chanté en anglais en fait. Et mon producteur m'a dit non, ça suffit maintenant. Il est devant là, il m'écoute. Non, maintenant tu vas chanter en français et tu vas faire du français et pour être donc sur les radios, etc. Et donc c'est un challenge que j'ai pris et je lui ai dit d'accord, mais à condition que ce soit un album qui soit conceptuel, années 80, très funk, très soul, mais avec une sonorité actuelle. Et c'est le challenge qu'on a pris ensemble et on s'est accompagné de Julien Cohen, de Ben qui est à côté de moi, qui est super. Ben Samama. Et d'un troisième aussi, qui s'appelle Daniel Mallet. Okay. Voilà, donc il y a trois architectes en fait. Sur le titre qu'on est en train d'entendre, il a été composé par vous et Julien Cohen, que j'embrasse au passage. Cet album, il va s'appeler 142. Exactement. Pourquoi 142 ? Alors en fait, c'est ma maison de quand j'étais petit en fait. Et c'est un hommage aux odeurs, à la musique, au plat de ma maman. On est une famille de musiciens et il y avait un très grand studio en fait dans ma maison et il y avait une batterie, des claviers, du luth, du oud, la guitare arabe et mon père nous a appris, de mémoire bénie, nous a appris à jouer de tous les instruments, batterie, clavier et c'est pour lui aussi cet album, c'est pour cette maison et c'est un hommage en fait à ça et c'est aussi pour mon fils parce qu'il y a, je peux le dire, il y a 2 chansons pour mon fils dans cet album. Il y a Le meilleur de moi, exactement. Titre pour lequel vous étiez venu nous voir la première fois. Oui, c'est exactement Cyril. Et aussi un que j'ai, je peux le dire, que j'ai quasiment terminé hier. Hier, ouais. Ah, on est dans l'actu. Qui s'appelle Tu m'apprends. J'ai mis un petit morceau sur mon compte Instagram. Vous pouvez nous le faire ou pas ? On a le droit ? Hein ? Allez. Exactement. Ouais, ça c'est du vrai direct.
Tu m'apprends à être fort, tu m'apprends à être grand, tu m'apprends sans trop d'efforts que l'amour vaut le temps. Tu m'apprends l'art d'être père, tu m'apprends à être bien, tu me donnes un... J'ai oublié le reste des paroles parce que c'est trop frais. C'est du vrai direct, c'est très frais et c'est merci pour ce cadeau, merci beaucoup. Pour ceux qui veulent écouter la suite, bien évidemment, je recommande chaudement de vous suivre sur les réseaux sociaux, Michael Jacob Musique. En attendant, un titre très abouti, La même histoire, que vous allez nous chanter en direct avec Ben Samama qui est à la guitare avec vous. Est-ce que vous voulez qu'on démarre maintenant ? Ouais, j'aimerais juste dire quelque chose en fait. Bien sûr. J'avais sorti une première version de ce titre-là et en fait, ce que j'aime, c'est faire voyager une mélodie. Évoluer, bien sûr. Et quand j'aime une mélodie, j'aime qu'elle puisse voyager et aller dans tous les univers possibles, en fait. La première, elle est funk. La deuxième, elle est plus acoustique, plus intimiste. Et comme dit Michel Jonas, la musique, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Et la première version, c'est un voyage dans les années 80. La deuxième, c'est plus intimiste, c'est plus... on y va. Eh ben, on y va. Ok. J'ai plus rien à te dire, tu le sais déjà. Oh, j'ai plus rien à t'offrir, tu es tout pour moi, même si l'amour est un dilemme. Avec toi, t'es ma solution, mon problème et mon choix. C'est toujours la même histoire. Dès le départ, on s'est promis, juré, perdu tellement de fois. La même histoire, comme une fin qui continue encore. La même histoire, dès le départ, on s'est promis, juré, perdu tellement de fois. La même histoire, comme une fin qui continue encore. Rien d'autre à t'écrire, tu le sais déjà. Oh, des mots pour maudire qu'on ne pense même pas, même si l'amour est un dilemme. Avec toi, t'es ma solution, mon problème et mon choix. C'est toujours la même histoire. Dès le départ, on s'est promis, juré, perdu tellement de fois. La même histoire, une impression de déjà vu encore. La même histoire, deux cœurs s'égarent dans une gare, le coin d'une rue. Tellement de fois, la même histoire, comme une fin qui continue. Et si c'est comme ça qu'on s'aime, à la passion, à la folie, pour moi c'est toujours la même. La vie me l'a appris. La même histoire, deux cœurs s'égarent. S'égarent. Oh baby, oh. Tellement de fois, la même histoire, une impression de déjà vu encore. La même histoire, deux cœurs s'égarent dans une gare, le coin d'une rue. Tellement de fois, la même histoire, comme une fin qui continue encore.
Bravo Mickaël Jacob sur l'antenne de Radio J pour La Même Histoire qu'on était en train d'écouter là dans la version originale. Là on était sur une version acoustique. Merci Ben Samama d'avoir accompagné Mickaël Jacob. Votre album va sortir en novembre 2023. Il s'intitule 142. Merci beaucoup de nous l'avoir fait découvrir en direct. J'ai envie de dire un petit mot quand même à Ben qui est en face de moi parce qu'on se connaît un petit peu. On peut déverrouiller le micro gentiment. Déjà, comment ça va ? Eh ben, ça va très bien. Alors je sais qu'il y a plein de projets Ben, j'ai envie de mettre en lumière aussi votre travail de compositeur, d'arrangeur qui travaille sur cet album 142 avec Mickaël. Est-ce qu'il y a des projets en devenir ? Plein de choses, plein d'écritures, plein de choses en cours, plein d'envies aussi. Est-ce que j'arriverai à tout réaliser, je sais pas, mais il y a plein d'envies. Je suis quelqu'un qui travaille l'opportunité, c'est-à-dire que je prends un rendez-vous et puis je m'arrange pour qu'il soit réalisé, quoi. Et c'est ça, il se passe toujours quelque chose avec vous. C'est ça qui est fou aussi, c'est que dès que quelqu'un vient vous voir, j'entends je travaille avec Ben Samama et je trouve ça toujours assez fou. On a même travaillé ensemble, on l'a dit en off, on a écrit un titre pour Enrico Macias. On attend la réponse, mais on ne sait jamais, rien n'est perdu. Vous voyez comme quoi dans la vie, les rencontres donnent toujours naissance à quelque chose, en tout cas avec vous Ben. Mickaël, merci encore d'avoir fait découvrir votre univers. J'ai envie de dire... à l'année prochaine parce que le rendez-vous il est pris, on va le laisser passer cette année avec cet album qui arrive, peut-être qu'on se verra en janvier justement pour en faire la promotion globale. Le rendez-vous il est pris, c'est promis, vous savez que je vous aime beaucoup, moi c'est mon univers ce que vous faites, donc voilà, univers de cœur. Vous avez fait plusieurs albums. En 2013, un EP qui s'intitule Blue. Un autre album en 2015, Prelude to Love. Ensuite, Moonlight. Mort, qui est un très joli projet aussi. Et puis là, donc, le prochain album, 142. On vient vous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Mickaël Jacob, musique avec un C. Et sur Facebook, Mickaël Jacob officiel. On écoute la fin de la chanson et puis nous, on se parlera en off, bien évidemment. Merci Mickaël Jacob d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. Une impression de déjà vu, encore la même histoire. Dans une gare, un coin d'une rue, on se sépare, on se répare, comme une fin qui continue encore. Tout de suite, le portrait de notre invité sur Radio J avec les félicitations de notre invité et coup de cœur. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Radio J. Le portrait psychologique. Félix, vous avez été très silencieux, mais je sais que vous avez aimé puisqu'on a parlé d'amour. Ah oui, bah oui. Puis par-delà, parler d'amour, la performance musicale et artistique est quand même énorme sur un plateau comme ça, de but en blanc. Assis aussi, avec assis, le ventre coupé entre guillemets, c'est pas évident de pouvoir sortir de la voix, on est bien ça, d'accord. Et puis par-delà la voix, l'émotion, je te dis rentrer dans sa bulle, les gens n'ont pas pu le voir ça, mais il est rentré dans son univers et puis il était à côté quoi. C'était vraiment très joli à voir. Et j'en profite pour dire qu'on est aussi en Facebook Live et on fait un peu de télé quand même maintenant quand on fait de la radio, donc on peut revoir tout ceci aussi sur YouTube. Comme toujours à la fin de cette émission, Félix Radieux, vous êtes déjà venu, donc peut-être vous en avez encore le souvenir. On a pour habitude de débriefer ces minutes qu'on a passées ensemble et tout de suite, c'est donc votre portrait vu par Judith Cohen-Solal. Bonjour Judith. Bonjour Cyrielle. Bonjour Félix. Bonjour Judith. Enchantée. Donc c'était pas moi qui avais fait et c'est ça qui est portrait. bien sûr. Voilà, donc on va faire ça à nouveau. Et puis comme c'est à partir de ce qui se passe dans l'émission, comme nécessairement vous avez évolué, vous avez changé. On change toujours. C'est clair. En tout cas, voilà. Donc ça va être différent. En tout cas, moi ce que je voudrais dire, c'est que je suis assez époustouflée parce que un si jeune homme avec une telle philosophie, une grande sagesse. Ah bah oui, quand même. Des maximes sur la vie, sur ce qu'il y a à faire. Ça ne m'étonne pas que vous ayez dit que
vous étiez petit, les copains se moquaient un petit peu. En tout cas, vous étiez pas tout à fait en phase. Ça m'étonne pas parce qu'on a vraiment l'impression que vous êtes branché sur la littérature, la poésie. Vous composez. J'ai beaucoup aimé ce jeu de mots que vous avez fait. Et puis de toute manière, vous jouez beaucoup avec les mots. Donc pour nous les psys, c'est toujours très sympathique. Hein. C'est comme si vous étiez déjà en train de faire le travail. Comme ça, voilà, ça vous permet de penser. D'ailleurs, vous dites qu'est-ce que c'est être heureux, c'est être en lien avec soi-même, en harmonie. Donc, vous parlez beaucoup de travail sur soi. J'ai l'impression, et je disais cette sagesse parce que quand vous disiez que le plus bel âge, c'est celui qui est avant, c'est celui qui est après. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas de présent. Ça me rappelle le fait qu'en hébreu, il n'y a pas de, on peut pas dire je suis au présent. Ah oui. Donc, oui. On était, on sera, et sinon il y a je directement avec le complément d'objet. Donc c'est pas mal quand même. Ouais, c'est intéressant. Vous voyez, oui, c'est très intéressant. Et puis vous avez dit que la plus grande erreur c'était de penser que votre mère était immortelle. Ça, d'habitude, on s'en aperçoit très tard. Oui, malheureusement. Voilà, malheureusement, donc c'est une expérience que vous avez eu à faire qui est difficile, mais qui à la fois fait grandir. Donc on le voit comme ça. Oui. Bien sûr. Non mais ma maman est toujours là, heureusement, mais ouais, malheureusement il y a des expériences qui font qu'on se rend compte très vite qu'elle n'a pas toutes les réponses et puis elle vieillit et puis parfois elle a des faiblesses, parfois elle a des maladies, parfois elle traverse des jours très sombres et c'est difficile d'autoriser à ses parents d'être humains. On a envie d'avoir des manuels, on a envie d'avoir des gardes du corps, quoi. Donc rendre leur part d'humanité aux parents, quoi. Voilà, c'est pour ça sans doute qu'on aime beaucoup les super-héros, tous, parce qu'on a envie de retrouver cette sensation de l'enfance où on pensait que nos parents étaient des super-héros, qu'ils allaient nous préserver de tout. Et c'est vrai que c'est une expérience difficile quand un enfant prend conscience que finalement ses parents, comme vous dites, ils galèrent et que même parfois c'est nous, les enfants, qui devons, vous êtes enfants, qui devez les aider, qui devez composer avec. Et donc je pense que cette composer, je l'entends là, composer avec le réel, avec ce qui se passe et qui n'est pas toujours aussi simple. Bon, je pense que on retrouve là dans les 3 mots que vous aviez dit au début, parce que là on a la mélancolie. Je crois que là on y est, on a l'esprit, parce que ça c'est vraiment des mots d'esprit ce que vous faites, et puis tout ce que vous utilisez, ce que vous écrivez, c'est empreint de beaucoup de poésie. Donc ça ne m'étonne pas tout à fait que vous soyez fan de Miyazaki, parce que vraiment. S'il y a un réalisateur qui a su travailler à la fois l'image, le texte, les personnages, avec une telle poésie, une telle finesse d'esprit, là vraiment, c'est Miyazaki. Donc là, ça aussi, c'est quand même d'un autre âge en fait. Il n'y a pas d'âge, le temps n'existe pas. Voilà, donc vous êtes en direct avec les classiques, c'est magnifique. Et puis je pense que moi j'ai pensé à un personnage. Je cherche toujours les personnages dans la Bible, donc vous ressemblez beaucoup à David. Donc le roi David, il écrivait, vous savez qu'il écrivait des psaumes. Je pense que vous savez. Non, je l'ignorais. Ah, alors voilà. D'abord, il avait des accès de mélancolie. Il n'arrivait pas à dormir, et comme il n'arrivait pas à dormir, il s'est mis à écrire des psaumes magnifiques et à composer de la musique. Ah bah. Vous voyez, ça, comme quoi. Voilà. Ça nous touche tous. Voilà, et il a fait des choses d'une grande qualité, justement poétique, voire même érotique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Vous allez peut-être les découvrir après ça. Ouais. Donc, on peut pas ne pas penser au roi David, je trouve, quand on vous voit. Et parce que vous dites c'est fort. Je pense que quand vous dites que vous culpabilisez de ne rien faire, alors je sais pas où est-ce que vous trouvez Patachon, mais peut-être il y a un côté Patachon. Je ne sais pas. Je suis Patachon. C'est-à-dire que vous aimez bien laisser le temps passer, profiter de ce qui se passe. Je ne sais pas. Il y a un côté. Oui, c'est sûr. Quand on vous dit quelle était la chose que vous avez fait. De mieux, vous avez dit j'ai fait l'amour, c'est la grande chose de l'année. Oui, bon, alors il y a de l'humour dans se faire l'amour, mais en même temps, voilà, ça dit quand même quelque chose.
Mais oui, mais vous avez dit que vous culpabilisez de rien faire. Donc... Ah, mais ce n'est pas rien faire l'amour, mon Dieu, c'est faire tout. Ah non, ça non. Ce que je dis, c'est que patachon, mais en même temps, vous dites que vous culpabilisez de rien faire. Donc, vite patachon, on imagine quelqu'un qui s'en fiche complètement. Oh non, il faut pas. Voilà. Et en tout cas, cette idée que le mieux, c'est d'être souffrant et vivant à la fois. Voilà, vous avez répondu par une ellipse, pas souffrant ou vivant, souffrant et vivant, parce que si tu pleures, c'est que tu as envie. Moi, je trouvais ça magnifique. Ouais, très clairement. Voilà, donc ça aussi, ça ressemblera à David. Donc, je vous souhaite une bonne route, parce que vous avez du chemin à faire, hein, c'est long devant vous, et tant mieux pour vous et tant mieux pour nous. Merci beaucoup de Judith Cohen-Solal. Vous êtes ému, Félix Radu? Toujours dans cette émission, c'est assez surprenant, hein, à chaque fois qu'on vient, mais c'est parce qu'il s'y passe plus de choses qu'il ne se passe dans d'autres radios, je trouve. D'abord, il y a les comptes rendus, et puis il y a les échanges avec vous, avec les invités, toujours. Vraiment, je suis surpris, heureux, content et reconnaissant d'être invité une deuxième fois ici. Merci beaucoup de me recevoir. Et c'est un plaisir de vous avoir, évidemment, Félix Radu. Merci beaucoup, Judith Cohen-Solal, que l'on retrouve tous les jeudis sur Radio J. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Félix Radu, pour votre pièce de théâtre Rose et Massimo qui se jouera à partir du 17 septembre au Théâtre du Petit Montparnasse. Également à retrouver aux éditions Fayard. Je l'ai mangé, comme on dit, en une soirée. C'est un bonheur de vous avoir lu, de vous avoir visualisé. Et je l'ai promis la dernière fois, je n'ai pas oublié, je viendrai vous voir le 17 septembre. Merci pour cet échange. Merci à l'artiste Michael Jacob avec Ben Samama d'avoir été mes coups de cœur du jour, on va dire ça comme ça. La réalisation aujourd'hui, Benjamin Arnaud, qui m'a crié un petit peu parce que Miyazaki et moi on n'était pas tout à fait ensemble, mais je vais rattraper mon retard, c'est promis, j'ai honte, donc je vais le faire. Popcorn caramel, bravo, très bonne mémoire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Réécoutez cette émission en podcast sur radioj.fr, Spotify, Deezer, YouTube. Rendez-vous, j'ai envie de dire lundi, et oui, parce que le temps file et que nous sommes jeudi déjà. Dès 15h avec mon invité Salomé Lelouch pour la sublime pièce Changer l'eau des fleurs au Théâtre de la Renaissance que je recommande chaudement. J'y vais pour la deuxième fois. À lundi et belle journée à tous au son de l'Encio. Fin du film sur Radio J.